état pertinent que cet objet pourra connaître depuis sa construction ou sa création jusqu'à sa destruction. Et c'est pour ça qu'on parle de cycle de vie. Maintenant, on vous dit d'objet, de sous-système ou d'un système. Je décris le cycle de vie d'une entité. Ça peut être un objet. On avait vu tout à l'heure, par exemple, on va voir dans l'exemple qui va venir ici, un objet, montre numérique. Bon, il est vrai que la montre numérique n'est pas seulement un objet simple, elle peut être considérée aussi comme étant un système parce qu'elle est composée de plusieurs composants. Donc, dès que j'ai une entité pour laquelle je veux suivre les différents états de cet objet, je parlerai de cycle de vie de l'objet et j'utiliserai un diagramme d'état-machine pour décrire les différents états de cet objet-là. Maintenant, à quoi va me servir un diagramme d'état? On avait commencé la séance passée par décrire, par exemple, de déduire à partir, on avait vu qu'on pouvait déduire à partir du diagramme de classe des portions de code source, on pouvait déduire à partir des diagrammes de séquence, communication, activité, des portions de code de source. Même chose ici pour le diagramme d'état-machine. On peut aussi déduire des portions de code source, notamment les méthodes qui permettent, le corps de certaines méthodes qui permettent de changer l'état d'un objet. Les méthodes qui peuvent faire passer un objet d'un état vers un autre état en identifiant les attributs, les valeurs qui vont changer, les valeurs des attributs qui vont changer suite à l'appel de cette méthode. Donc, il montre les états que les objets peuvent prendre et comment les événements. On va voir qu'il y a plusieurs types d'événements. On les a juste listés ici. Message reçu, temps écoulé, occurrence d'erreur, conditions logiquement vraies, peuvent modifier ces états. Il faut juste savoir que le passage pour un objet d'un état à un autre peut se faire avec des événements et on verra par la suite dans le détail ce que veulent dire les événements listés ici. On a un exemple ici, la montre numérique. Donc, j'ai une classe montre numérique qui a deux méthodes, bouton de mode et incrémente. Là, c'est les montres numériques très, très, très simples qui contient juste l'heure, qui affiche l'heure et les minutes seulement. Donc, la montre numérique, elle est en mode ou dans l'état affichage. Ne vous intéressez pas pour l'instant à ce qui est écrit en bas. Gardez juste à l'esprit que la montre, elle peut être en mode affichage et si j'ai envie de régler l'heure de cette montre, elle peut être soit en mode ajuste heure ou en mode ajuste minute. Je pense que si vous avez préparé l'exercice de TD1, vous avez compris à peu près, c'est-à-dire ça vous renvoie vers cet exercice où là, j'ai une montre très simple où j'ai deux boutons, un bouton qui permet d'incrémenter et un bouton qui permet de changer de mode. Donc, lorsque la montre elle est en train d'afficher l'heure, quand j'appuie sur le bouton de mode, donc j'appelle la méthode bouton de mode de l'objet montre numérique dont on est en train de faire le diagramme d'état. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La montre, elle va changer d'état, elle va passer à l'état ajuste heure, où les heures vont commencer à clignoter pour que vous puissiez régler les heures. Et si vous voulez régler les heures, vous appelez la méthode incrémente heure. Donc, vous appelez la méthode incrémente heure qui permet, en fait, qui vous garde toujours dans l'état ajuste heure. Maintenant, une fois que vous avez terminé d'ajuster les heures, vous recliquez sur le bouton de mode. Donc, ce qu'on a ici, c'est l'événement bouton de mode qui va encore une fois survenir lorsque la montre numérique est dans l'état ajuste heure pour que notre objet montre numérique passe à l'état ajuste minute, où c'est les minutes maintenant qui commencent à clignoter pour vous permettre de régler les minutes si nécessaire. Et donc, si vous voulez modifier la valeur des minutes, vous appelez l'événement incrémente minute et tant que vous appuyez sur le bouton incrémente, les minutes sont incrémentées, mais la montre reste toujours dans l'état ajuste minute où c'est les minutes qui clignotent.
Là aussi, une fois qu'on a terminé de régler les minutes, j'appuie sur le bouton, j'appelle la méthode bouton de mode. En fait, c'est l'événement bouton de mode qui est déclenché et qui va faire passer notre montre numérique de l'état où c'est les minutes qui clignotent vers l'état en mode affichage. Donc ça, c'est un exemple de diagramme d'état qui décrit les différents états que peut connaître une montre numérique et qui nous donne un exemple d'événements qui nous permettent à la montre numérique de passer d'un état à un autre. Des questions jusque-là? Je continue? Bon, je n'ai pas de questions sur le chat. J'avance, pas de questions? Oui. Oui, très bien, ok. Donc, en résumé, un diagramme d'état machine contient des états et des transitions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelait avant le diagramme d'état transition. Les slides ne sont pas bloqués? Non, madame. Non, madame, c'est pas bloqué. Très bien. Donc, on a état et transition. On a pour les états, donc on a ce qu'on appelle, alors le point de départ, je pense que vous l'avez vu en compile, que vous avez un seul état initial ou point de départ. Oui. Très bien. Donc, on ne peut avoir qu'un seul point de départ qui est représenté par un disque et un ou plusieurs points d'arrivée qui sont représentés par un disque à l'intérieur d'un cercle. L'état est représenté par un rectangle au coin arrondi. La transition est représentée par une flèche. Donc, c'est les symboles qu'on va utiliser. Ils ressemblent beaucoup au diagramme d'activité. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est les mêmes symboles qui sont utilisés. Vous vous souvenez de ça ou pas? Oui, oui, madame. Très bien. Alors, on continue. Donc, les diagrammes peuvent avoir un seul point de départ et plusieurs points d'arrivée. Alors, le point de départ et point d'arrivée, on les appelle pseudo-états. Ce ne sont pas des vrais états. Parce que normalement, même le point de départ est un état, mais c'est un état qui a une représentation spéciale qui est le disque, c'est-à-dire le cercle rempli, qu'on appellera le disque. Alors que l'état, il est représenté sous format de carré, de rectangle, au coin arrondi. Donc, point de départ, point d'arrivée, on ne les appelle pas état, on l'appelle pseudo-état. C'est-à-dire, en fait, c'est pas vraiment un état. Donc, alors, un point de départ est symbolisé par un disque, un point d'arrivée est symbolisé par un cercle circonscrivant un disque, ou plus simplement un disque à l'intérieur d'un cercle. Un état est symbolisé par un rectangle au coin arrondi. Les transitions sont symbolisées par une flèche. Donc, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, l'état d'un objet, donc un objet est et il est à un moment donné. J'ai oublié le A ici. Il manque le A ici. Il est à un moment donné dans un état particulier et est toujours l'image de la jonction instantanée des valeurs contenues dans les attributs de l'objet et de la présence ou non de liens de l'objet considéré vers d'autres objets, parce qu'on verra par la suite qu'un événement peut conduire l'objet à communiquer avec d'autres objets. Donc, si je regarde ici la fenêtre, elle a un ID et elle est visible, un attribut visible qui est égal au départ à true. Donc, ici, lorsque la fenêtre est affichée, visible est égal à true, ça veut dire que la fenêtre est visible, donc elle est affichée à l'écran. Lorsque visible est égal à false, la fenêtre n'est pas affichée. Un autre exemple aussi, le diagramme de classe suivant représente des personnes qui travaillent pour des sociétés ou des entreprises. Donc, on a personne et société. Donc, personne qui est reliée à société. Alors, le diagramme de classe suivant représente des personnes qui travaillent pour des sociétés. Les personnes ne possèdent pas tout un emploi et se trouvent
à un moment donné dans l'un des états suivants. Soit en activité, c'est-à-dire il travaille pour une société, soit au chômage, ça veut dire qu'il est à la recherche d'un travail dans une société, soit à la retraite, ça veut dire qu'il a déjà travaillé dans une société et normalement, si tout va bien, il n'a pas besoin. En tout cas, il ne travaille plus dans une société. Donc, pour connaître la situation d'une personne en particulier, il faut étudier l'âge de la personne et la présence d'un lien vers une société. Donc, pour savoir si la personne travaille, qu'est-ce qui me permettra de savoir si la personne est en activité ou au chômage? Madame, une attestation, on est un papier. Oui, mais dans notre cas, pour l'exemple. Madame, un attribut dans la classe personne. Exactement. La société dans laquelle il travaille. Si société dans la classe personne, si l'attribut société est égal à nul, là, je dirais qu'il est au chômage. Si l'attribut société est différent de nul, je dirais qu'il est peut-être il est en activité. Bon, déjà, non, pardon. Si l'attribut société est différent de nul, je dirais qu'il est en activité. Mais si l'attribut maintenant société est égal à nul, qu'est-ce que je peux dire? Il est soit au chômage, soit à la retraite. Donc, qu'est-ce qui me permet d'identifier l'état dans lequel il se trouve? La valeur. Pardon? Son âge, Lequel? madame. Oui, un autre attribut. Qui est? Son âge, madame. Exactement, c'est écrit sur le slide. Donc, si je prends la personne 1, il n'y a pas d'association avec société, ça veut dire que l'attribut société est égal à nul. L'âge est égal à 30. Là, je dirais qu'il est au chômage. Ici, la personne 2, l'âge est égal à 45 et... Madame, désolé. Oui? Pardon, madame. Je pense que c'est encore bloqué. Ah, d'accord. D'accord. Et là? C'est bon. C'est parfait, madame. Très bien. Donc, je disais, généralement, pour trouver l'état d'un objet, on peut avoir, en fait, c'est en regardant les valeurs d'un ou plusieurs attributs de l'objet. Dans notre cas ici, pour le diagramme qu'on avait ici, personne et société, on a identifié 3 états à la retraite, au chômage et en activité. Donc, on vous dit, pour connaître la situation d'une personne en particulier, on a besoin de la combinaison de l'âge plus la présence d'un lien vers une société. Ça veut dire que pour l'attribut société de la classe personne, s'il y a un lien, ça veut dire que l'attribut est différent de nul. S'il n'y a pas de lien, l'attribut est égal à nul. Donc, je disais, si je prends le P1, on a l'âge qui est égal à 30 ans, donc c'est un âge où on peut encore travailler, mais il n'y a pas l'attribut société de la classe personne est égal à nul. Là, je peux dire qu'il est au chômage. Pour la deuxième personne, donc âge 45 ans, donc c'est un âge où on peut encore travailler et l'attribut société est différent de nul. Donc là, on va dire qu'il est en activité. Pour la personne P3, qui a société est égal à nul, donc il ne travaille pas, mais qui a un âge de 75 ans, ça veut dire normalement, il n'est plus en âge de travailler, donc je peux dire qu'il est à la retraite. Voilà. Alors maintenant, on a vu qu'un état était représenté par un rectangle au coin arrondi, mais un état peut contenir plus de détails. Dans certains cas, je voudrais rajouter plus d'informations à cet état et je peux le représenter soit le nom
dans un rectangle au coin arrondi, soit un rectangle au coin arrondi divisé en deux, le nom, et en bas, les transitions internes. Alors, on avait dit qu'un diagramme d'état contient des états et des transitions. On va voir que dans les transitions, principalement, il y a des transitions internes et des transitions externes. On va essayer d'expliquer chacune des transitions. Ça ne vous rappelle pas le diagramme de classe où on pouvait avoir une représentation simplifiée juste avec le nom et une représentation plus détaillée avec le nom, les attributs et les méthodes. Même chose ici. Donc, représenter les transitions internes nous permettra d'avoir plus de détails sur l'état qu'on veut représenter dans un diagramme d'état machine. Donc, un état comporte deux compartiments. Le premier compartiment contient le nom de l'état. Le second compartiment contient les actions effectuées ou les événements qui surviennent en entrant dans un état, durant l'état ou en quittant l'état ou lorsqu'une condition est rentrée. Alors, que veut dire cette phrase? On va la détailler dans le slide suivant. Sachez juste que pour l'instant, un état, il peut contenir des transitions internes. Donc, on a les transitions, on a deux types, les transitions internes et les transitions externes. Les transitions internes, c'est souvent des événements qui vont se produire et qui ne vont pas changer l'état d'un objet. Alors qu'une transition externe fait changer l'objet, fait passer l'objet d'un état vers un autre. Donc, c'est une flèche qui va d'un état vers un autre. On appelle ça une transition externe. Et une transition interne, c'est un événement qui va survenir, mais qui ne va pas changer l'état de l'objet. Donc, on commence par les transitions internes. S'il vous plaît, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc, les transitions internes. Alors, voici un exemple type de diagramme d'état avec des transitions. Donc, en fait, une transition, qu'elle soit interne ou externe, elle a la structure de event, condition, / action. Avec event, condition, action qui sont tous les trois optionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir un event et une condition, pas d'action. Je peux avoir un event et une action, pas de condition. Je peux avoir un event sans condition, sans action. Je peux avoir une condition sans event et sans action. Je peux avoir une action sans event et condition. Donc, les trois sont optionnels. Maintenant, on va essayer de voir ce que ça veut dire. Lorsqu'un objet est dans un état particulier, un événement peut survenir. On avait vu tout à l'heure, par exemple, l'événement qui va survenir pour la montre. Pour la montre numérique, c'était soit changer de mode ou incrémenter les minutes ou les heures. Donc, un événement, ça peut être alors, vous permettez, je peux revenir dans une seconde. Je vais revenir. Désolée, je vais interrompre. Oui, madame. Une seconde et je reviens. Pas de problème, madame. Ok, pas de problème. Désolée pour l'interruption. Donc, on reprend. On s'était arrêté à les types d'événements. La syntaxe, on va la revoir dans le détail d'une transition interne quelconque. Maintenant, on va voir ensemble 3 transitions internes spécifiques ou prédéfinies. Parce que là, vous regardez event 1, ça peut être n'importe quel événement, à condition que l'événement, bien sûr, soit réalisable pour l'objet.
On va s'intéresser aux événements entry, do et exit. Donc, entry permet de spécifier une activité qui s'accomplit quand on entre dans un état. J'étais dans l'état en activité, je passe, alors j'étais dans l'état au chômage, je passe, donc si j'ai pour un employé, une personne, l'événement recruté, non pas recruté, commencer à travailler par exemple, la méthode qui va changer le statut de l'employé, il va passer en chômage à en activité. Donc, il était dans un état, il passe dans un autre état. Le fait de spécifier comme transition interne entre lui, qui est optionnelle, c'est pour dire, dès que je rentre dans cet état, voilà ce qu'il faudra faire. Donc, je définis ce que je dois faire comme action quand je rentre dans un état. Le exit, c'est l'inverse. Il permet de spécifier une activité qui s'accomplit quand on sort de l'état. Donc, j'étais dans l'état en chômage. Je vais rentrer suite à un événement dans l'état en activité. Juste avant de quitter l'état en chômage, je dois faire telle activité. Donc, ça, je le spécifie à l'intérieur de la représentation de l'état avec l'événement exit. Ensuite, on a l'événement do. C'est une activité do commence dès que l'activité entry est terminée. Le do permet de dire quand je rentre dans l'état actuel, c'est-à-dire l'état cible, si j'ai un entry, je l'exécute. Ensuite, je rentre dans le do où j'exécute ce que je dois faire pendant le do. Donc, c'est une activité do commence dès que l'activité entry est terminée. Si une transition se déclenche pendant que l'activité do est en cours, cette dernière est interrompue et l'activité exit de l'état s'exécute. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors, on a un exemple ici qui va expliquer. Si je prends l'exemple d'un ascenseur, donc on verra après tout l'exemple complet de l'ascenseur. L'ascenseur, qu'est-ce qu'il peut avoir comme état? Quels sont les Madame, états? à l'arrêt, Oui, et il monte, oui, et il descend. très bien. C'est exactement ça. Donc, on a 3 états qui sont soit à l'arrêt, soit en train de monter, ce qu'on a appelé ici en ascension, ou soit il est en train de descendre ou en descente. D'accord. Très bien. Donc, ici, c'est un exemple. Alors, j'ai pris un des états par lesquels peut passer l'ascenseur qui est en ascension, c'est-à-dire en train de monter. Ici, alors c'est juste un exemple où j'ai mis les 3 événements entry, do et exit. Les 3 sont optionnels. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux avoir 1 des 3, 2 des 3, 3 des 3 ou 0 des 3. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, au départ, l'ascenseur, il était à l'arrêt. On a appuyé sur un bouton, donc l'ascenseur commence à monter. Donc, il passe de l'état à l'arrêt à l'état en ascension. Dès que je rentre dans l'état en ascension, donc c'est ce qu'on appelle entry ici, je mets l'attribut délai à 0. Donc, c'est une façon de dire, peut-être que délai, c'est un compteur ou un timer. L'essentiel, je le déclenche. Pour les besoins de cet exemple-là, j'aurais pu ne pas avoir un entry ou un do, un exit dans un autre exemple. Donc, je voudrais mettre à jour le égal. Ensuite, j'exécute. On vous dit le do commence dès que le entry, s'il existe. Donc, si j'ai un entry, je l'exécute. Ensuite, j'exécute le do. Sinon, j'exécute directement le do. Le do, qu'est-ce qu'il me dit? J'exécute la méthode monte à l'étage. Donc, j'exécute la méthode monte à l'étage. Qu'est-ce qui peut me faire quitter l'état en ascension où l'ascenseur est en train de monter? D'abord, dans quel état il peut passer suite en ascension? Quel est l'état si mon ascenseur quitte l'état en ascension? Il peut aller vers quel état? À l'arrêt, madame. Exactement. Exactement.
Maintenant, qu'est-ce qui peut faire changer l'état de mon ascenseur de en ascension à l'arrêt? Madame, le délai, خلاص. Vous avez déjà pris un ascenseur? Quand on arrive à madame. l'étage. Exactement, c'est quand on arrive à l'étage demandé. Oui, Donc, ça. quand on arrive à l'étage demandé, alors le fait de dire quand on arrive à l'étage demandé, comment je peux qualifier cette phrase? L'étage entrée est égal à l'étage au niveau. Très bien. Donc, c'est une... Condition à vérifier. Exactement. Donc, j'ai quitté l'état en ascension pour aller à l'état à l'arrêt lorsque la condition arrive étage courant égale étage cible, par exemple. Donc, je peux quitter un des types d'événements qui peut me faire passer d'un état à un autre, ça va être la condition. Et donc, pendant que l'ascenseur était en train de monter, l'événement do qui s'exécutait, c'était monte à l'étage. Dès que la condition étage courant égale étage cible a été vérifiée, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons interrompu l'exécution de monte à l'étage. C'est ce qu'on vous dit ici. Une activité do commence dès que l'activité entry est terminée. Si une transition se déclenche pendant que le do est en cours ou est en train de s'exécuter, cette dernière, donc le do, est interrompue et l'activité exit. Si elle existe, elle est exécutée. Donc, j'étais en train d'exécuter le do. L'événement qui est condition étage courant égale étage cible est égal à vrai. Donc, je vais interrompre l'exécution du do et avant de quitter l'état en ascension pour aller à l'état à l'arrêt, je vais exécuter. Alors, vous avez ici un chapeau sonnet.ring, ce qu'on appelle une send clause. C'est un message qui est envoyé à l'objet sonnet pour lui dire d'exécuter la méthode ring avec un bip. Vous avez remarqué, quand on atteint l'étage qu'on cible, il y a généralement un message ou un affichage ou un bip qui vous dit vous êtes arrivé. Donc, regardez bien quand est-ce qu'on exécute entry, do et exit. D'abord, j'insiste sur le fait que les trois sont optionnels. Donc, j'étais dans l'état à l'arrêt. Ensuite, on a exécuté, on a appuyé par exemple on a spécifié un étage cible, donc qui nous a permis de quitter l'état à l'arrêt pour passer à l'état en ascension. Dès qu'on rentre dans l'état en ascension, on regarde, est-ce qu'il y a un entry? Oui, délai reçoit 0, je l'exécute. Ensuite, je regarde, est-ce qu'il y a un do? Oui, je l'exécute. Et le do, dans notre cas, il s'exécute, il continue à s'exécuter jusqu'à ce qu'un événement survient qui est l'étage courant égale étage destination. À ce moment-là, j'arrête l'exécution du do et je quitte l'état en ascension. Mais avant de quitter l'état en ascension, je regarde, est-ce qu'il y a un exit? Oui. L'exit, c'est d'envoyer un message ring à l'objet sonnet. Autrement dit, appeler la méthode de ring de l'objet sonnet. Et à ce moment-là, j'ai exécuté le exit et je passe à l'état à l'arrêt et je quitte l'état, l'ascenseur quitte l'état en ascension pour aller à l'état à l'arrêt. Des questions? Madame. Oui? Madame Délé, c'est un attribut ou monter à l'étage méthode. Oui. Ou en ascension, un état. Un état, c'est l'état. En ascension, ça veut dire en train de monter. Parce qu'on avait dit, l'ascenseur, il est soit à l'arrêt, soit en train de monter, soit en train de descendre. Et après, même quand il est en train de monter, il peut faire des choses, mais ça ne change pas son état. Il est toujours en train de monter. C'est-à-dire que même quand je suis dans un état, quand un objet est dans un état, il peut faire des choses. Mais il peut exécuter des méthodes, il peut faire des choses, sauf qu'il ne change pas d'état. Et il suffit d'un événement
qui peut changer son état pour qu'il quitte l'état en ascension pour aller vers un autre état. D'autres questions? Si vous avez des questions, je préfère que vous les posiez parce que de toute façon, je n'ai pas de questions. Oui, j'ai quelqu'un qui a levé la main. Allez-y. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main. D'autres questions ou c'est clair? Je continue? C'est clair. Parfait. Donc, maintenant, on passe aux transitions externes. Une transition externe est une transition qui me fait passer d'un état à un autre, alors qu'une transition interne est une transition qui, même si elle survient, je ne quitte pas l'état dans lequel je me trouve. Mais si vous regardez, elles ont pratiquement les mêmes signatures. Donc, une transition interne et une transition externe, elles ont pratiquement la même signature que je vais détailler. Sauf que pour les transitions internes, nous avons 3 cas particuliers de transition interne prédéfinie qui sont entry, do, exit. Mais je peux avoir une transition de cette syntaxe qui est une transition interne. Alors, maintenant, on va décrypter cette structure de transition externe. On a event signature ou l'événement, une condition / une action. Ce que j'avais décrit là aussi, l'événement, condition / action. Maintenant, on va expliquer chacune de ces parties-là. On commence par l'événement. Donc, un événement est généralement associé à une transition entre 2 états. Lorsque c'est le cas, la transition s'effectue lorsque cet événement survient. Alors, la différence entre les transitions internes et les transitions externes, dans les deux, on a un événement. Sauf que dans la transition interne, l'événement, lorsqu'il survient, je l'exécute, mais je ne quitte pas l'état. Alors que pour les transitions externes, l'événement, lorsqu'il survient, il me fait quitter l'état en cours pour aller vers un nouvel état. Donc, mais en termes de signature, la signature est la même. J'ai un événement, condition et action, que je peux action, une ou plusieurs actions. On verra après quelle est la différence entre l'événement et l'action. Donc, si une action do, et ça on l'avait dit, si une action do dans l'état courant de l'objet est en cours dans l'état de départ de la transition, elle sera interrompue par l'événement. L'action exit, si elle existe, c'est-à-dire s'il y a un exit, s'exécutera, suivi de la transition vers l'état d'arrivée. Ça veut dire quoi? Suivi de la transition vers l'état d'arrivée. C'est-à-dire, en réalité, si je suis dans l'état actuel, j'ai un do, j'ai un exit, et j'ai un événement E qui va de l'état actuel vers l'état cible. Qu'est-ce qu'on va exécuter? Lorsque l'événement E survient, c'est-à-dire on appelle, généralement c'est un appel de méthode de l'objet, qu'est-ce qui va se passer? On va arrêter l'exécution du do, on va regarder s'il y a un exit de l'état courant. S'il y a un exit, on l'exécute, on quitte l'état courant, on exécute l'événement qui est survenu et on passe dans le nouvel état destination. Et dans l'état destination, c'est-à-dire le nouvel état vers lequel l'objet va passer, si j'ai un entry, je l'exécute. Si j'ai un do, je l'exécute après avoir exécuté le entry. Alors, on vous dit, si un événement n'est pas associé à la transition, celle-ci s'exécutera lorsque les actions internes à l'état de départ seront terminées. Alors, comment vous expliquer ceci? Disons qu'ici, monter tâches est une méthode qui se fait. Alors, tout à l'heure, monsieur on oublie que c'est un ascenseur et on va se dire, pour l'ascenseur, au lieu de monter jusqu'à atteindre la cible, les tâches cibles, monsieur avait proposé tout à l'heure d'initialiser délai à 0
lorsqu'on rentre dans l'état en ascension, on va dire que l'ascenseur peut monter pendant 40 secondes. Après, il s'arrête. Donc, dans la méthode monte à l'étage, c'est une méthode qui contient un compteur qui va incrémenter la valeur de délai. Dès que je rentre en ascension, je mets délai à 0. Et j'imagine que la méthode monte à l'étage est une méthode qui va incrémenter délai qui va être, on va dire, un compteur de secondes. Dès qu'il arrive à 40, la méthode monte à l'étage se termine. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque la méthode monte à l'étage se termine? Madame, on exécute le bloc exé. Pourquoi? Madame, parce que l'état va changer. Il a changé comment? Il est devenu... Quel est le À l'arrêt. état? À l'arrêt, très bien. Qu'est-ce qui m'a fait passer de en ascension à l'arrêt? Une autre condition. Non. Dès que... Madame, Oui, vous avez dit le délai, c'était 40 secondes. exactement. C'est le délai qui nous avait passé. Mais non, mais La fin. regardez-moi, j'ai modifié l'énoncé de monte à l'étage. J'ai dit, monte à l'étage, je vais compter jusqu'à 40. Et lorsque on atteint 40, monte à l'étage se termine d'elle-même. C'est-à-dire, si je regarde pour l'ascenseur, pour le premier exemple de l'ascenseur, pour le premier exemple où j'avais dit qu'on atteint l'étage cible, monte à l'étage peut être une boucle infinie où je fais quoi? Tant que vrai, je monte. Et dès que la condition étage courant est égale à étage cible, j'interromps. C'est-à-dire, je vais faire une interruption qui va arrêter l'exécution de monte à l'étage. Deuxième exemple, on a dit, j'initialise le délai et à l'intérieur du code source de monte à l'étage, je n'ai pas une boucle infinie, j'ai un timer où l'ascenseur monte. Dès que le timer se termine, la méthode monte à l'étage se termine. C'est-à-dire que j'ai fini d'exécuter le code source de monte à l'étage. Je ne l'ai pas interrompu. Je n'ai pas envoyé une interruption pour l'arrêter. Elle s'est terminée d'elle-même. C'est-à-dire que j'ai un ensemble d'instructions. J'ai exécuté toutes les instructions. Elle se termine. Madame. Oui. Madame, donc le timer ou la fin du timer, c'est une transition externe. Dans le deuxième exemple, non. C'est interne. Justement, c'est une transition interne, Oui, ouais. mais en fait, qu'est-ce qui me fait passer de en ascension à l'état à l'arrêt? C'est le fait que monte à l'étage s'est terminée d'elle-même. Donc, parce que d'elle-même, si la méthode monte à l'étage se termine, ça veut dire que l'ascenseur n'est plus en train de monter, ça veut dire qu'il est à l'arrêt. Donc, la transition, si je regarde la transition, qu'est-ce que je mets sur la transition qui me fait passer de en ascension à l'arrêt? Je ne mets rien. Ce qu'on appelle une transition automatique ou une transition automatique. Pourquoi? Dès que les transitions internes se terminent, dans notre cas, monte à l'étage, dès qu'elles se terminent, sans qu'il y ait un événement externe, l'objet change d'état. Donc, c'est pour ça que le passage de en ascension à l'arrêt, il se fait sans rien sur la transition. Donc, c'est ce qu'on veut dire ici par si un événement n'est pas associé à la transition, celle-ci s'exécutera lorsque, donc la transition s'exécutera, le passage de l'état d'un état vers un autre s'exécutera lorsque les actions internes de l'état de départ sont terminées. Si elles sont terminées, ça veut dire qu'on n'est plus dans cet état-là, on passe automatiquement à un nouvel état. C'est bon? De toute façon, on va voir ça dans la série que je vais vous transmettre en TD. Sachez juste que
Alors, bon, là, c'est pour la description de... Sachez juste que parmi les raisons qui les événements qui peuvent me faire passer d'un état à un autre, ce qu'on appellera une transition automatique, ou c'est la terminaison des transitions internes qui va me faire passer d'un état à un autre. D'accord? Donc maintenant, pour la syntaxe de l'événement, c'est le nom de l'événement, une liste de paramètres séparés par des virgules. Donc ici, dans la syntaxe event signature, la syntaxe spécifique pour parameters et parameters name de point type expression. Vous avez ici des exemples. Dessiner F figure, virgule C color, événement avec des paramètres et types. Redessine, c'est un événement sans paramètres. Généralement, l'événement, c'est l'appel d'une méthode de l'objet. Imprime, facture, événement avec paramètres mais sans type. Donc, on avait dit ici, la transition externe, elle contient un événement ou est une guard condition ou est une action expression. Et les trois sont optionnels. Ça veut dire que je peux avoir 1 sur les 3, 2 sur les 3, 3 sur les 3 ou 0 sur le 3, puisqu'on avait dit qu'on pouvait avoir une transition automatique qui ne contient rien, ni événement, ni condition, ni action. Donc, on va passer maintenant à la présentation ou la définition d'une condition. Alors, une condition de garde. A guard condition en UML est une expression booléenne accompagnant une transition. C'est-à-dire que je passe d'un événement d'un état à un autre lorsqu'une condition est égale à vrai. Donc, si je reprends l'exemple de en ascension, on a quitté l'état de l'ascenseur, pardon, si je prends l'exemple de l'ascenseur, on a quitté l'état en ascension pour aller à l'état en arrêt parce que la condition étage courant égale étage cible est égale à vrai. La condition, elle est toujours sur le diagramme. Dès qu'elle est au départ égale à faux, tant qu'elle est faux, je suis dans l'état en ascension. Dès qu'elle passe à vrai, je quitte l'état. Donc, c'est ce que veut dire ici. Alors, lorsqu'une condition, c'est comme ça que fonctionne une condition. Ben, ça marche. Donc, pour l'état ici en ascension, pour passer de l'état en ascension à l'état à l'arrêt, la transition ne contenait qu'une condition. Mais je peux avoir dans ma transition un événement et une condition. Je peux avoir un événement, une condition et une action. Je peux avoir une condition et une action. Donc, on vous dit maintenant, lorsque une condition est combinée avec un événement, l'événement doit survenir et la condition doit être vraie pour que la transition s'effectue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai sur une transition, alors imaginons, ici on a une transition qui contient une condition t égale 15 secondes. Donc au départ, t est égal, je ne sais pas, de toute façon, il est différent de 15 secondes. Dès que t est égal à 15 secondes, on quitte l'état de départ pour aller vers l'état de cible. Même chose ici, dès que le nombre de factures est égal à 20, je quitte l'état de départ. Là, c'est des transitions. Pour l'exemple 1 et l'exemple 2, j'ai des transitions externes qui contiennent qu'une condition. Dans le troisième exemple, j'ai un événement, ensuite une condition. Donc, j'ai retrait montant et solde supérieur à montant. L'état courant ici, alors j'étais dans un état courant, l'événement retrait montant survient, d'accord? Donc, en fait, on va appeler ça, là, ça parle de compte, de retrait de compte bancaire, compte CCP. Donc, mon objet, il est une instance de la classe compte. Donc, un compte, je peux faire un retrait ou je peux faire aussi un dépôt. Donc, ça, c'est les méthodes de la classe compte bancaire, par exemple. Donc, on a retrait, dépôt et consultation, par exemple. Donc,
Si moi, je veux faire un retrait de mon compte, donc je vais envoyer l'événement retrait avec un certain montant. Sauf que si le montant est si le montant est inférieur ou égal au solde, je peux exécuter le retrait. Par contre, si le montant est supérieur au solde, c'est-à-dire le solde que j'ai sur mon compte, il est inférieur au montant que je veux retirer, qu'est-ce qui se passe? On ne va pas retirer. Transition le recevrait. Refusé. En fait, l'événement retrait ne va pas s'exécuter. On ne peut pas retirer si on n'a pas assez d'argent. Donc, comment on interprète ça dans le diagramme d'état? On vous dit l'événement retrait ne sera pas exécuté, il sera ignoré. D'où la phrase ici, si l'événement, on vous dit, l'événement doit survenir et la condition doit être vraie pour que la transition s'effectue. Lorsque l'événement retrait survient, il faut que la condition solde soit égale à vrai pour que l'événement puisse s'exécuter et donc la transition franchit. Je passe d'un état à un autre. Sinon, si l'événement se produit, mais la condition est égale à faux, l'événement n'est pas mémorisé et considéré comme perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'événement retrait survient et que la condition est égale à faux, je ne vais pas exécuter l'événement. En fait, je ne vais pas quitter l'événement dans lequel, l'état dans lequel je me trompe parce que je vais ignorer cet événement. Donc, si je suis dans un état de départ et que pour aller à un état cible, j'ai un événement et une condition, lorsque l'événement survient, je vérifie si la condition est égale à vrai. Si la condition est égale à vrai, je quitte l'état de départ, j'exécute l'événement et je vais aller dans l'état d'arrivée. Si la condition est égale à faux, je vais ignorer l'événement, je ne vais pas l'exécuter et je reste dans l'état de départ. Alors, si seulement une condition est associée à une transition, celle-ci s'effectuera lorsque la condition deviendra vraie. Donc, ce qu'on avait dit tout à l'heure, si j'ai sur une transition juste une condition, dès qu'elle devient vraie, je quitte l'état, dans l'état de départ pour aller vers l'état cible. Des questions jusque-là ou je continue? Ça va? Allô? Je pense que c'est clair, madame. Très bien, merci. Donc, on avait dit dans la signature, event signature, condition guard, action expression. Alors, donc on a vu comment utiliser l'événement, comment fonctionne la condition. Il nous reste déjà à définir ce que c'est qu'une action et comment elle s'exécute. Alors, la composante action-expression d'une signature est une expression procédurale qui est exécutée lorsque la transition se produit. Elle peut s'écrire via les opérations et les attributs de l'objet ou via le biais de paramètres dans la signature de l'événement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, lorsque l'événement survient ou lorsque un objet passe d'un état à un autre, c'est-à-dire que je ne peux pas exécuter l'action si la transition n'est pas franchie. Donc, on avait vu que pour franchir une transition, c'est-à-dire pour quitter l'état de départ et aller vers l'état cible, il faut que j'ai soit une condition qui est devenue vraie, enfin jusque-là, on avait vu que soit une condition est devenue vraie, si j'ai dans la transition juste une condition, soit j'ai un événement qui survient, si j'ai sur la transition un événement seulement, soit un événement qui survient et une condition dans le cas où j'ai un événement condition et à ce moment-là, il faut que l'événement survienne et que la condition soit égale à vrai. On avait vu aussi qu'on pouvait passer d'un état de départ vers un état d'arrivée lorsque je n'ai pas de transition je n'ai ni événement ni condition sur la transition,
mais les transitions internes de l'événement, de l'état de départ se terminent. Donc, dans les cas que je viens de citer, un objet va passer de l'état de départ à l'état cible et à ce moment-là, en franchissant la transition, si j'ai des actions, je les exécute. Comment je reconnais les actions? Slash. C'est quoi la différence entre une action et pourquoi on parle d'action? Parce que les actions doivent être atomiques. Ça veut dire non divisibles. Ici, par exemple, j'ai une première action qui est n reçoit n plus 1. Deuxième action, n égale n plus 1. Je peux avoir plusieurs actions sur une même transition qui sont séparées par des slash et la lecture de ces, ou l'exécution de ces transitions se fera de gauche à droite. Ici, par exemple, premier exemple, on a l'événement augmente. Lorsque l'événement augmente survient, donc j'étais dans l'état de départ. Lorsque l'événement augmente survient, s'il y a un do dans l'état de départ, on va l'interrompre. S'il y a un exit ensuite, on va l'exécuter. On va quitter l'état de départ. On va exécuter le augmente. Puisqu'on a deux actions ici qui sont n reçoit n plus 1 slash m reçoit n plus 1. Une fois que j'ai exécuté augmente, j'exécute n reçoit n plus 1. Ensuite, j'exécute m reçoit n plus 1 et je vais dans l'état de destination. S'il y a un entry dans cet état, je l'exécute. Après, s'il y a un do, je l'exécute. Pour le deuxième exemple, on a un événement slash une action. Donc, lorsque l'événement addition n survient, je vais quitter l'état de départ, exécuter addition, ensuite exécuter somme reçoit somme plus 1 et je vais dans l'état d'arrivée. Dernier exemple, j'ai slash clignote. Clignote, dans notre cas, est une activité sans condition et sans événement. Ça suppose que dans l'état de départ, j'ai des transitions internes qui s'exécutent. Lorsqu'elles se termineront, la transition est franchie, j'exécute le clignote et je vais dans l'état de destination. C'est bon? Alors, la send clause est un cas particulier ou un cas spécial d'expression. Donc ici, on avait dit, j'ai l'événement, peut-être une condition aussi, ensuite slash l'action, une ou plusieurs actions. Alors que je ne peux pas avoir plusieurs événements sur une transition parce que suite à un événement, je change d'état, je ne peux pas avoir plusieurs événements sur une transition. Je ne peux pas avoir plusieurs conditions, j'ai une seule condition. Maintenant, si j'ai plusieurs conditions, je vais mettre des ou des and pour exprimer la relation entre ces conditions. Pour les actions, je peux avoir plusieurs actions. On avait dit qu'ils peuvent être exécutées dans l'ordre de gauche à droite. Parmi ces actions, nous avons l'exemple de la send clause. Le terme send veut dire envoyer. En fait, c'est pour envoyer un message à un objet. Qu'est-ce que ça veut dire envoyer un message à un objet? C'est appeler la méthode d'un objet. On l'avait vu tout à l'heure, la send clause, c'est vrai qu'on l'avait vu comme transition interne. C'est pour ça que je vous ai dit les transitions internes et les transitions externes ont la même signature, sauf que pour les transitions internes, on ne quitte pas l'état, alors que pour les transitions externes, on quitte l'état. Donc, je reviens à l'ascension. Ici, dans le exit, le chapeau veut dire que c'est une send clause. La send clause ici, donc l'événement, c'est exit. Et la send clause pour un message ring à l'objet sonnette. Donc, je suis en train d'appeler l'ascenseur dans la méthode en ascension. On va dire que la dernière instruction avant de quitter en ascension, c'est d'appeler, d'exécuter l'instruction sonnette.ring bip pour dire j'appelle, j'envoie le message ring à l'objet sonnette.
Alors, donc on vous donne ici la signature. Donc, destination expression, c'est l'objet destination qui va recevoir le message. Point, destination event name. Donc, on va appeler une méthode de l'objet. La destination expression devrait évaluer un objet ou un ensemble d'objets. L'event name est le nom d'une opération qui a un sens pour l'objet stipulé dans la destination expression. Vous avez ici des exemples. On a ici un événement réservoir papier vide. Lorsque l'événement réservoir papier vide survient, je quitte l'état initial, j'exécute réservoir papier vide et j'exécute la send clause qui est une action d'envoyer un message allume à l'objet voyant lumineux. Ici, on a lorsque l'événement bouton gauche souris coordonnée survient, je quitte l'état de départ. Ensuite, j'exécute bouton gauche souris de coordonnées. Ensuite, j'exécute l'activité qui est couleur, pardon, pas l'activité, l'action qui est couleur de points choisis couleur coordonnée. Ensuite, j'exécute une send clause, je la reconnais avec le chapeau et j'envoie le message cette couleur à l'objet crayon. Alors, on avait dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir plusieurs types d'événements qui nous fait passer. Oui. Madame, s'il vous plaît, répétez le dernier point. Celui-là? La send clause ou juste l'exemple? Oui, l'exemple, madame. Très bien. Donc, ici, en fait, on imagine qu'on est dans une situation où on a un état de départ, un état d'arrivée et j'ai... Attendez, on a oublié quelque chose ici. J'ai un état de départ. Ensuite, l'événement bouton gauche souris coordonnée survient. Donc, j'ai un événement qui va survenir. Qu'est-ce qu'on va faire? Si j'avais dans l'état de départ un do, je vais interrompre l'exécution du do. Là, c'est des exemples de transition, d'accord? C'est un exemple de transition qui contient un événement, une action et une send clause. On avait dit que une transition peut contenir plusieurs actions. Et on avait dit que la send clause était un exemple particulier d'action. En réalité, qu'est-ce que j'ai sur cette transition? J'ai un événement et deux actions, dont une est une send clause. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, donc je disais, je suis dans l'état de départ. L'événement bouton gauche souris, entre parenthèses coordonnées, survient. Donc, dans l'état de départ, si l'objet était en train d'exécuter le do, il va interrompre le do. S'il y a un exit, il va l'exécuter. On va quitter l'état de départ. On va exécuter l'événement bouton gauche souris. Ensuite, on exécute les actions. La première action qui est couleur reçoit choisis couleur coordonnée. Donc, probablement, j'ai une méthode qui s'appelle choisis couleur coordonnée et je vais affecter couleur. Je vais affecter le résultat de cette méthode à couleur. Ensuite, ici, crayon, souvent, par exemple, quand vous sélectionnez, là, ça ressemble, quand vous sélectionnez avec la souris une couleur, et puis vous avez votre crayon ou le stylet avec lequel vous dessinez, il va prendre la couleur de la couleur que vous avez sélectionnée. Donc, ensuite, on va demander, il y a certainement un autre objet qui s'appelle crayon. On va lui demander de prendre la couleur qui a été sélectionnée, qui a été sauvegardée et écrite ici dans cette action. Donc, j'ai deux actions ici. La première, c'est couleur choisie, couleur coordonnée. La deuxième action, c'est envoyer un message à l'objet crayon. En fait, c'est appeler la méthode cette couleur de l'objet crayon. C'est ça une send clause. J'ai répondu à votre question? Oui, madame, donc l'event expression, c'est couleur reçoit choisie couleur et la send clause, c'est... L'event expression, c'est bouton gauche souris. Tout ce qui est après un slash, c'est des actions. Ah oui. Regardez là. Okay. Pardon? Ok, madame. C'est bon?
Très bien. C'est bon. D'autres Madame, questions? Oui? madame, s'il vous plaît, cette expression bouton gauche souris, elle s'exécute dans l'état ou bien on va quitter l'état? Alors, je rappelle que quand elle s'exécute quand on a quitté l'état. C'est une transition externe qui me permet d'aller d'un état de départ vers un état d'arrivée. Donc, je reprends l'ordre d'exécution. Je suis dans un état de départ. J'ai une transition qui contient un événement, donc ici, un événement et deux actions. La deuxième action est une send clause, qui est un cas particulier d'action. Donc, dès que l'événement bouton gauche souris survient, déjà la première chose, pour distinguer un événement d'une action, c'est le slash qui me permet de distinguer l'événement de l'action. Si je n'ai pas de slash, c'est un événement. Si j'ai un slash, c'est une action. Très bien. Maintenant, j'étais dans l'état de départ, d'accord? Et l'événement bouton gauche souris survient. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si j'étais dans l'état de départ en train d'exécuter un do, je vais interrompre le do. Si dans l'état de départ, il y a un exit, j'exécute l'exit, ensuite je quitte l'état de départ, j'exécute l'événement bouton gauche souris. Ce n'est qu'une fois que j'ai quitté l'état que j'exécute l'événement. D'accord? Donc, je quitte l'état, j'exécute bouton gauche souris, qui est l'événement. Ensuite, puisque j'ai associé à cet événement des actions, donc je vais exécuter, après avoir exécuté l'événement, j'exécute les actions qui sont couleur choisie, couleur coordonnée. Ensuite, j'exécute l'action send clause crayon.set couleur. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, on a dans cette transition un événement expression avec une action et une send clause qui est aussi une expression. D'autres questions? Oui, madame, s'il vous plaît. Quand vous avez dit si on avait bouton gauche souris dans la section do et qu'on devait interrompre la section do, est-ce qu'on va revenir à la section do après avoir exécuté? Non, parce que l'objectif, c'est de quitter l'état de départ. Ça veut dire quoi? En réalité, imaginez que je suis dans le cas. Attendez, je vais essayer de faire un petit dessin pour vous expliquer. Alors, est-ce qu'il y a un truc où on peut dessiner? Bon. Ça, c'est mon état de départ. On va faire, je ne sais pas ce que... Voilà. Et un autre va être mon état de destination. Même chose, remplissage vide. Et ensuite, j'ai une transition. D'accord. Et sur la transition, j'espère que je pourrai l'écrire. Alors, je vais essayer de le... si, on peut avoir un... la text box dans laquelle est-ce qu'il est passé le text box? Ouais, je vais créer un autre. Voilà. Il va contenir c'est l'inconvénient principal de ces cours en ligne. On n'a pas un tableau. Donc ça, c'est l'état de départ dans lequel je peux avoir ce qu'on peut écrire dessus. Oui, dans lequel je vais avoir d'où, par exemple, quelque chose, une méthode, peu importe la méthode. Je vais l'agrandir un peu pour avoir... Et j'ai aussi
exit une méthode F. Et là, j'ai, par exemple, entry, le point, une méthode, et peut-être même un do, une autre méthode. Alors, où est-ce qu'il est le... Voilà. Un autre. Après, où est-ce qu'ils sont les text box? Text box, ici. Je l'appelle 1. Et un autre text box. Je vais le mettre ici, je l'appelle E2. Donc E1 va être l'état de départ et E2 l'état de destination. Donc l'objet, on va essayer d'agrandir ça encore plus. Et je vais le descendre un peu ici. Voilà, on a un mini diagramme d'état. L'objet était dans l'état E1. Il était en train d'exécuter, par exemple, la méthode que j'ai appelée DFFFEF. L'événement bouton gauche souris survient. Donc, qu'est-ce que ça veut dire réellement? C'est qu'on va appeler la méthode bouton gauche souris de l'objet qui est représenté ici avec ce diagramme d'état. Donc, c'est ce qu'on appellera l'événement bouton gauche souris survient. Alors, disons que l'objet pour lequel on a appelé la méthode bouton gauche souris était en train d'exécuter la méthode do. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va interrompre l'exécution de la méthode FFFEF. Après, puisqu'il y a un exit, je rappelle que le exit est optionnel. Donc, il va exécuter aussi la méthode F. Ensuite, il va exécuter l'événement bouton gauche souris coordonné. Ensuite, il va exécuter l'action couleur reçoit choisit couleur de coordonnées. Ensuite, il va exécuter la send clause créant.set couleur. Ensuite, il va passer dans l'état E2. Puisque dans l'état E2, j'ai un entrée qui s'appelle DDDDD, il va l'exécuter. Après, il va aller dans le do, exécuter SS. Est-ce que là, c'est plus clair? Oui, madame. Madame, par rapport au reste des instructions de do, après avoir appelé bouton gauche souris, concrètement, ils ont On les ignore. aucun intérêt. On les ignore, Aucun intérêt. puisqu'on a quitté l'état. D'accord, c'est plus clair. Merci, madame. C'est une interruption. Merci. Il n'y a pas de quoi. Alors, on continue. Donc ici, quels sont les événements qui peuvent me faire passer d'un état à un autre? Donc, on avait dit une condition qui devient vraie. On appelle ça un événement de type change. C'est-à-dire que la condition a changé de valeur. Donc, ça, c'est une condition, un événement de type change. Quand on vous dit un événement de type change, ça veut dire qu'une condition est devenue, la transition contient juste une condition qui est devenue vraie. Deuxièmement, la réception explicite d'un signal par l'objet. Un signal est aussi un objet. On dit alors que l'objet dont on définit le diagramme d'état reçoit un message de type signal. En fait, un signal, c'est un événement. C'est un événement. Je commence. Attendez, on va faire quelque chose. On va commencer par le troisième. Après, j'expliquerai le deuxième. La réception d'un appel d'opération par un autre objet ou par l'objet lui-même. On parle encore ici d'un message. Donc, call. Quand on a appelé l'événement ici, quand l'événement bouton gauche souris survient, ça veut dire quoi? Il y a certainement un objet qui a appelé la méthode bouton gauche souris de notre objet qui est dans l'état E1. Donc, quand on appelle ça un événement de type call, puisqu'on a appelé une opération ou une méthode
de l'objet qui est représenté par notre diagramme d'état machine. La différence maintenant entre un événement de type call et un événement de type signal, c'est que un événement de type call, c'est un message synchrone, alors qu'un événement de type signal est un message asynchrone. Donc, j'envoie le message, mais j'attends pas l'exécution de ce message pour que je puisse terminer mes traitements. C'est la principale différence entre un événement de type signal et un événement de type call. Quatrième raison, type d'événement qui fait qu'un objet passe d'une transition à un autre, c'est l'écoulement d'une période de temps, représentée par une expression temporelle de type after. En réalité, le quatrième cas est un cas particulier du premier cas, qui est une condition qui devient avérée. Donc, on a les conditions qui deviennent avérées. On peut avoir d'une transition E1 à une transition E2. Dès qu'une condition est égale à vraie, c'est-à-dire que je n'ai pas ça, j'aurai non. Crochet. Voilà. T égale 50 secondes. Donc, j'ai ici T égale 50. Voilà. J'ai ici, voilà, T égale 50 secondes. Au départ, T était égal à 0. Dès que, pour dire après, au lieu d'écrire T égale 50 secondes, je dirais après 50 secondes. Donc, j'utiliserai, au lieu d'écrire ça, j'utiliserai after 50 secondes. Donc, c'est un cas particulier pour les conditions liées au temps. Au lieu de mettre une condition telle que la syntaxe, telle que décrite avec la syntaxe entre crochets, on utilise le mot-clé after. On a aussi même chose pour les conditions temporelles. On peut avoir une condition du style et alors heure courante égale 10 heures, alors 1h30. Donc, au lieu d'écrire cette condition liée au temps, on peut écrire à la place when le temps, par exemple, égale 10 heures, 10h30. C'est des cas particuliers de conditions où c'est des conditions liées au temps, elles ont une syntaxe particulière. Alors, le dernier type d'événement, la fin d'une activité de do interne, où en fait, c'est la fin des transitions internes. Alors, un état génère implicitement un événement appelé completion event. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la transition automatique. Donc, cela peut déclencher le tir de transition dite automatique qui ne porte pas de déclencheur explicite. Dès que les transitions internes se terminent, l'objet va quitter automatiquement l'état de destination, l'état cible pour aller vers l'état de destination. Alors, on a ici l'exemple complet de l'ascenseur. Donc, j'ai mon ascenseur. Donc, ça, c'est un diagramme d'état qui décrit, on va dire, une partie du cycle de vie d'un ascenseur. Donc, un ascenseur, on voit bien qu'il a les méthodes monte et descend. On a l'étage courant au départ qui est initialisé à l'état 1. On a l'attribut délai qui est au départ égal à 0 et on a un attribut délai minute integer qui est égal à 3. Donc là, c'est une constante qui est délai minute égale 3.
Donc, voici les attributs et les méthodes de l'objet d'un ascenseur, en tous les cas, pour cet énoncé. On avait dit qu'un diagramme d'état-machine contient un état de départ et un ou plusieurs états finaux. Je regarde ce diagramme d'état-machine et je ne vois pas d'états finaux. Comment je peux expliquer ça? Madame, l'ascenseur, il ne s'arrête pas. Exactement, c'est-à-dire que À part panne. bon, on n'a pas traité dans notre exercice, c'est-à-dire dans cet exemple, effectivement, un ascenseur, il peut être en panne, mais l'état final veut dire qu'on a détruit l'ascenseur. C'est une partie, on va dire, qui ne nous intéresse pas parce que vous l'avez vu pour les diagrammes d'activité, séquences, etc. On n'est pas obligé de représenter tout un cas d'utilisation. Même ici, pour le cycle de vie d'un objet, on n'est pas obligé de représenter tout le cycle de vie de l'objet depuis sa création jusqu'à sa destruction. Peut-être que on peut ne représenter que la partie pertinente qui nous intéresse et qu'on voudrait automatiser pour notre logiciel. D'accord? Donc ici, c'est pour ça qu'on a, par contre, on a notre état de départ. Donc, si vous regardez, alors tout à l'heure, on avait identifié 3 états qui étaient à l'arrêt, en ascension ou en descente. Si on regarde ici le diagramme d'état qui est représenté, on voit qu'on a 5 états et non pas seulement 3. Pourquoi? Alors, on distingue, regardez bien, on distingue l'état initial, c'est au premier étage. On distingue entre le moment où l'ascenseur est en train de descendre, parce qu'il va vers un étage particulier et l'ascenseur en train de descendre pour aller au premier étage parce qu'il n'y a plus de requête de demande de l'ascenseur. Dans l'exemple qu'on a ici, on vous dit effectivement l'ascenseur, il monte, il descend ou il est à l'arrêt, mais s'il est à l'arrêt pendant une certaine durée qu'on a appelée délai minute, s'il est à l'arrêt pendant un certain moment qui est délai minute, sans être sollicité, c'est-à-dire personne ne va demander l'ascenseur va revenir au premier étage. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté deux états supplémentaires qui sont au premier étage et en déplacement vers le premier étage, c'est-à-dire en train de descendre pour aller vers le premier étage. Donc, l'état initial, au départ, notre ascenseur, il est au premier étage. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire? Ici, on n'a pas de sous-sol. Donc, au premier étage, il ne peut que monter. Et c'est pour ça que si je suis au premier étage et on clique sur descendre, qu'est-ce qui va se passer? Erreur. Oh, rien, en fait. On va ignorer le message. D'accord? Vous pouvez aussi afficher un message d'erreur en disant l'ascenseur ne peut pas descendre. Ça dépend après de ce que vous avez spécifié comme cahier de charge pour dire s'il essaye d'appuyer sur le bouton descendre. Mais ici, on vous dit si l'événement monter survient avec comme paramètre le numéro d'étage de destination, il va quitter l'état au premier étage. Tous les autres événements, il ne se passe rien. L'événement monte, entre parenthèses numéro d'étage, va faire quitter notre ascenseur de l'état au premier étage pour qu'il passe à l'état en ascension. Donc, comment ça va se passer? Il est allé au premier étage. Lorsque l'événement monte, numéro étage survient, il va quitter l'état au premier étage. Il va exécuter l'événement monte, numéro étage. Il va rentrer dans l'état en ascension. Puisque j'ai un entry, il va l'exécuter. Donc, j'aurai délai reçoit 0. Ensuite, puisqu'il y a un do, je vais exécuter monte à l'étage. Et il reste dans l'état en ascension. Maintenant, pour quitter l'état en ascension, on avait dit qu'il faut que l'étage
courant égale à numéro étage. Ici, ils l'ont appelé avec la condition arrivée entre crochets. Bon, il n'y a pas les crochets. Vous permettez 2 secondes et je reviens. Désolée pour l'interruption, je reviens dans 2 secondes. D'accord? Alors, je suis de retour. Désolée pour l'interruption. Donc, alors, où est-ce qu'il est notre... voilà. Donc, je disais, pardon. Lorsque on est arrivé, c'est-à-dire lorsque l'étage courant est égal à numéro étage, on se retrouve dans le point mort ou ce que monsieur appelait tout à l'heure à l'arrêt. Donc maintenant, quand il est à l'arrêt, il peut soit monter, soit descendre, suivant le numéro d'étage qu'on lui a donné. Donc, soit, quand il est au point mort, soit il y a l'événement monter avec numéro d'étage, il redevient dans l'état en ascension, soit c'est l'événement descend numéro étage, et là, il est dans l'état en descente. Même chose ici. Vous remarquez qu'il n'y a ni entry ni exit. Quand il est en descente, il va juste exécuter la méthode descend l'étage. Alors, même chose, dès qu'il arrive, ça veut dire que le étage courant est égal à numéro étage. La condition arrivée est égale à vrai. Il redevient au point mort. Maintenant, on a un autre cas qui est, imaginons que je suis à l'arrêt et qu'il n'y a pas, on ne sollicite pas l'ascenseur. Après, si délai est égal délai minute, on aurait pu écrire aussi ici after délai minute. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer, dès que cette condition est égale à vrai, on va passer à l'état en déplacement vers le premier étage. Donc là, il est en train de descendre, mais je distingue entre en descente et en déplacement vers le premier étage parce que là, il descend vers l'étage de destination, alors que là, il descend pour aller au premier étage. Même chose, dès qu'il est arrivé, il quitte l'état en déplacement vers le premier étage pour aller à l'état, il quitte l'état en déplacement vers le premier étage pour aller vers l'état au premier étage. Et là aussi, il reste dans cet état jusqu'à ce que l'ascenseur ait sollicité une nouvelle fois. Des questions? Allô? C'est clair, madame. Madame, Oui? Allô? Oui, allez-y. Madame, on peut dire que ce diagramme est le cas d'utilisation des méthodes. Je n'ai pas compris votre question. C'est-à-dire? Monsieur, allô? Entre les classes, oui, madame. Entre les états, il y a des appels de méthode. Oui, on dit Oui, regarde parce les méthodes qu'on peut. On ne peut pas mettre toutes les méthodes parce que, regardez, je reprends l'exemple de la montre numérique maintenant. Je reprends l'exemple de la montre numérique. On a l'état affichage, on a l'état ajuste heure et on a l'état ajuste minute. L'événement ici, regardez, l'événement, ça veut dire quoi l'événement? Ça veut dire c'est la méthode de l'objet montre numérique qu'on va appeler pour passer d'un état à un autre. Ici, lorsque
la montre, elle est dans l'état affichage. Elle va exécuter en boucle infinie affiche temps actuel. C'est le do. Dès que j'appuie sur le bouton de mode, donc j'appelle en fait la méthode bouton de mode de l'objet, de notre objet montre numérique. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons interrompre l'exécution de affiche temps actuel et réellement, c'est ce qui se passe. Hein? C'est-à-dire qu'au départ, l'heure normale, son clignoté s'affiche. Mais dès que je clique sur le bouton de mode pour changer le mode, maintenant, c'est affiche heure qui s'exécute. Donc, on a les heures qui clignotent et il n'affiche plus l'heure normalement comme il le faisait avant. Donc, c'est ce qu'on veut dire par le do va s'interrompre. On va interrompre l'exécution du do. Je regarde ici, je n'ai pas de exit. Je vais quitter l'état affichage. Je vais exécuter bouton de mode et je passe dans l'état ajuste heure. Et je regarde, est-ce qu'il y a un entry ici? Non. Alors, je passe directement à l'exécution de affiche heure. Et vous le voyez, votre montre au départ affichait l'heure normalement. Dès que vous cliquez sur bouton mode, elle n'affiche plus l'heure normalement, mais elle a les heures qui clignotent. C'est ce qu'on a appelé la méthode affiche heure. Ensuite, même chose, on est dans l'état ajuste heure. Si je reclique sur le bouton de mode, ça veut dire que si l'événement bouton de mode survient alors que je suis dans l'état ajuste heure, je vais passer à l'état ajuste minute. Comment? Le do affiche heure va s'interrompre. Je regarde est-ce qu'il y a un exit? Non. Je quitte l'état ajuste heure. J'exécute l'événement bouton de mode. Je passe dans l'état ajuste minute. Je regarde est-ce qu'il y a un entry? Non. J'ai un do. J'exécute affiche minute, pas affiche heure. Là où c'est les minutes qui vont clignoter. Ensuite, si j'ai encore une fois un événement bouton de mode qui survient, je quitte l'état ajuste minute. Ça veut dire je vais interrompre l'exécution du do. Je vais voir s'il y a un exit. Je vois qu'il n'y en a pas. J'exécute bouton de mode. Ensuite, je viens rentrer dans l'état affichage. Je regarde s'il y a un entry. Non, alors j'exécute le do. Ça, c'est pour l'événement bouton de mode. Maintenant, pour l'événement incrémente. Bon, ça a été écrit ici ANC, mais c'est incrémente, d'accord? Lorsque l'événement incrémente survient, d'accord, j'ai une transition qui va aller de ajuste heure à ajuste heure. C'est ce qu'on appelle une transition réflexive. Ça veut dire quoi? Ça reste, est-ce que cette transition est interne ou externe? Madame, s'il vous plaît, vous dites la question. Ah, attends, je crois que c'était bloqué. Oui. J'ai déjà bloqué. Attendez 2 secondes. Hein. Je repartage parce que je croyais que c'était bloqué. Donc, je repose ma question. Ma question est la suivante. Est-ce que la transition qui va ANC/heure reçoit heure plus 1, elle va de ajuste heure vers ajuste heure? Est-ce que c'est une transition interne ou une transition externe? Interne, madame. Interne, madame. Externe. Elle est à l'extérieur déjà. Elle est à l'extérieur. Maintenant, transition externe qui va de ajuste heure à ajuste heure. Ma question est la suivante. C'est quoi la différence, d'après vous, entre une transition et une transition externe qui va de l'état de départ vers l'état de... Quelle est la différence? Madame, il n'y a pas de changement d'état. Il prend le même état. La transition externe, ça, c'est les similitudes. Mais ça, c'est la similitude. Moi, quelle est la différence? Moi, je ne l'ai pas mise comme transition interne. Oui?
Madame, la transition interne, on change la méthode. نبدلوا la méthode اللي نكونوا نكزيكوتيو فيها. وترانزيكسيون externe, la transition complète تبدل. Et c'est quoi l'impact? En fait, si c'était une transition interne. Transition externe, madame. Oui. Oui. Transition interne, on reste sur le même état. Ou transition externe, Exactement. on l'état. Exactement. Mais on ne change pas d'état. On quitte l'état et puis on revient. Si j'avais ici incrémenté / heure, reçoit heure plus 1 à l'intérieur. Ça veut dire que lorsque l'événement incrémente survient, je vais l'exécuter et je vais exécuter heure reçoit heure plus 1. Mais puisque c'est une transition externe, ça veut dire que je vais quitter l'état heure, ensuite je reviens à l'état heure. Qu'est-ce qui se passe réellement? Disons que j'étais dans l'état heure à exécuter do affiche heure. Lorsque l'événement incrémente survient, je vais interrompre l'exécution de affiche heure. S'il y a un exit, je l'exécute. J'exécute incrémente, j'exécute heure, reçoit heure plus 1 et je reviens dans heure, ajuste heure. S'il y a un entry, je l'exécute. Ensuite, je recommence à exécuter afficher heure. Est-ce que vous avez... Parce que si j'avais laissé un créateur, je n'aurais pas rafraîchi l'affichage parce que là, qu'est-ce qui se passe? J'étais en train d'exécuter, d'afficher l'heure, il était 15. Il a 30 minutes en 15, 15, 15, 15. Si moi, je dis incrément, heure reçoit heure plus 1. Il ne va pas arrêter. Donc ici, en faisant une transition externe, j'arrête l'exécution de affiche heure qui affichait 15. J'exécute l'incrémentation. Ensuite, je rentre dans ajuste heure. J'exécute le do. Maintenant, il va afficher 16, par exemple. Donc, la différence entre une transition interne et la transition externe réflexive, c'est-à-dire qui me conduit de l'état de départ vers l'état de départ, c'est que je quitte l'état, ensuite je rentre dans l'état. Donc, si j'ai un exit avant de quitter l'état, d'abord, j'interromps le do. Si j'ai un exit, je vais l'exécuter. J'exécute l'événement. Ensuite, pour rentrer dans l'événement, je réexécute le entry et je vais exécuter les do. Donc, tout le monde a compris la différence entre transition interne et une transition externe réflexive? Vous êtes encore là? Oui, C'est madame. clair, madame. Oui. Très bien, parfait. Donc, on ne va pas commencer un autre point parce qu'il n'y a pas assez de temps. Donc, je reviens vers la planification du cours et du TD. Pour la semaine prochaine, c'est clair. On a pour chaque groupe 1 heure de cours, 1 heure de TD. Donc, je ne sais pas, peut-être que je vais, puisqu'aujourd'hui, je vous ai fait 2 séances de cours, je pense que pour la séance prochaine jeudi, je vais vous faire 2 séances de TD pour chaque groupe. Donc, le groupe 2 aura 2 heures parce que je ne terminerai jamais la correction de l'exercice 1 en 1 heure et je n'ai pas envie de le faire, de le sissonner. Donc, j'ai envie de le faire en une seule séance. Donc, ce qu'on va faire pour jeudi prochain en présence, on va corriger 1 et on commence la correction de l'exo 2. Maintenant, pour vos TD, je vais vous demander à chaque fois de préparer un ou plusieurs exercices de la série que j'aurai transmise avant le TD et vous allez m'envoyer vos corrigés pour que je puisse m'assurer d'abord que vous avez préparé votre TD, d'une part. Deuxièmement, pour identifier d'erreurs communes que vous pouvez avoir pour qu'on puisse les discuter en TD. D'accord? Donc, je noterai toutes les personnes qui ont répondu. S'il vous plaît, je n'attends pas de vous des corrigés corrects. D'accord? Je ne vais pas noter sur la correction de la solution, je vais noter sur l'effort fourni pour préparer la solution. Donc, merci d'éviter d'aller chercher les solutions sur Internet ou
enfin, d'aller chercher la solution parce que l'objectif est que vous appreniez de vos erreurs. D'accord? Donc, jeudi prochain. Après, D'accord, madame. oui, pour jeudi prochain, on discutera après pour les futures séances en ligne qu'on fera ensemble. Moi, j'aurais aimé qu'on puisse planifier aujourd'hui déjà. Moi, j'aurais aimé qu'on parte sur un planning, on va dire, au lieu de faire, par exemple, online le jeudi, 4 heures d'affilée, faire, par exemple, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi pour vous reposer et prendre une autre journée pour faire le TD. J'allais vous proposer, j'ai vu l'emploi du temps, ça peut être ou dimanche ou mardi, 2 heures de TD d'affilée pour qu'on puisse avancer parce que sinon on ne terminera jamais le programme et pour le faire, à moins que pour le faire, il faudra accélérer. Donc, c'est à vous de voir. Ou j'accélère ou je rajoute des séances. Après, vous pouvez voir avec le chef de département, normalement, lui a recommandé le rajout des séances pour pouvoir terminer. Le programme, il est très chargé. Donc, moi, je vous fais une première, le délégué, je vous ai fait une proposition. Donc, le cours, par exemple, jeudi de 9h à 11h, le TD, dimanche, mardi, de 13h à 15h. Faites un retour sur ça ou une proposition. On ne peut pas avancer normalement et terminer. Donc, voilà. En tous les cas, merci pour votre attention. Donc, on se retrouve jeudi prochain on se retrouvera jeudi prochain pour la séance prochaine. On va principalement faire 2 séances de TD. Inch'Allah, madame. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Bonne journée.